L'Amazonie, une forêt vierge ou la plus grande infrastructure humaine de l'histoire terrestre. Et si la plus grande étendue sauvage de la planète Terre n'était pas du tout sauvage, et ne l'avait en réalité jamais été au cours de son histoire récente? Cette interrogation, qui peut sembler provocante et radicale au premier abord, commence à s'imposer avec la force de l'évidence à mesure que s'accumulent les découvertes scientifiques et historiques. L'hypothèse vers laquelle convergeant de plus en plus de recherches suggère que la forêt tropicale amazonienne ne serait pas un écosystème purement naturel, mais plutôt un espace entier et construit. Il ne s'agit pas d'une construction mécanique au sens moderne, bâtie à l'aide de béton, d'acier et de plans industriels, mais d'une création biologique d'une complexité inouïe. Ce gigantesque dôme verdoyant serait le résultat du travail d'une civilisation dotée d'une connaissance profonde, multigénérationnelle et presque insaisissable des systèmes vivants, ayant pensé, conçu, stratifié et organisé cet environnement sur plusieurs siècles avant de disparaître mystérieusement. Ce réseau écologique complexe continue aujourd'hui de fonctionner de manière autonome, à la manière d'une immense machine biologique que personne n'aurait pensé à éteindre ou que ses concepteurs auraient délibérément choisi de laisser tourner. Ce système remplit toujours avec une régularité impressionnante la tâche pour laquelle il a été initialement programmé, nourrissant la vie biologique de tout un continent, des racines les plus profondes jusqu'à la cime de la canopée. Afin de percer ce mystère, la recherche scientifique moderne s'est plongée pendant des années dans l'examen minutieux des archives missionnaires, des inventaires botaniques, des analyses sédimentaires et des modélisations de sol. En croisant ces données pluridisciplinaires, les experts et les observateurs de la région ont commencé à réaliser que le récit officiel enseigné depuis des générations à propos de l'Amazonie ne correspondait plus du tout à la rétable sur le terrain. Tout a commencé par la découverte d'une anomalie cartographique, un de ces petits détails discordants qui forcent la science à réévaluer ses certitudes les plus ancrées. En explorant des collections numérisées de cartes de navigation portugaises datant du début du XVIe siècle, notamment autour de l'année 509, des analystes ont repéré des annotations d'une précision chirurgicale le long du fleuve que l'on nommerait plus tard l'Amazonie. Ces repères n'étaient pas de simples illustrations fantaisistes ou des projections conjecturales nées de l'imagination de marins superstitieux, mais des relevés professionnels rigoureux effectués par des cartographes formés à consigner des réalités tangibles. Le document révélait la présence de dizaines d'établissements humains envergure, disposés le long des axes fluviaux selon une régularité mathématique presque parfaite, reliés entre eux par des voies de communication terrestres que les navigateurs de l'époque considéraient comme parfaitement établies et fonctionnelles. L'existence même de ces tracés géométriques et de ces réseaux routiers interconnectés sur des cartes aussi anciennes remet en question l'ensemble des théories traditionnelles concernant le amazonien. Si ces représentations graphiques reflètent fidèlement l'organisation du territoire à l'arrivée des premiers Européens, alors la totalité de l'histoire humaine et environnementale de cette immense région d'Amérique du Sud exige d'être réécrite sous un jour totalement nouveau. La version officielle de l'histoire, largement diffusée par la littérature scientifique des 2 derniers siècles, a toujours présenté la forêt amazonienne comme l'archétype de la nature vierge et indomptée. Ce dogme académique décrit un écosystème primordial et immuable, une archive biologique intouchée s'étant développée en vase clos pendant des dizaines de millions d'années, totalement à l'abri de la moindre influence ou modification anthropique significative. Selon ce modèle historique traditionnel, les populations autochtones qui arpentaient ces territoires avant l'invasion coloniale n'étaient de petits groupes de chasseurs-cueilleurs nomades, dispersés et numériquement insignifiants à l'échelle du continent. Ces quelques milliers d'âmes se seraient déplacées discrètement à travers des millions de kilomètres qu'un genre de duté impénétrable, sans jamais laisser de traces durables de leur passage, sans rien bâtir qui puisse surmonter l'épreuve des siècles et sans modifier la dynamique végétale.
Ce récit classique paraissait d'autant plus raisonnable qu'il correspondait exactement à ce que l'œil humain perçoit lorsqu'il observe superficiellement l'immensité de la forêt contemporaine. Face à un système biologique aussi gigantesque, il semblait tout à fait logique de postuler qu'une telle luxuriance ne pouvait être que le produit exclusif d'une évolution naturelle millénaire, exempte de toute intervention humaine directe. Pourtant, lorsqu'on applique à un système d'une telle complexité des grilles de lecture plus précises et que l'on pose les bonnes questions scientifiques, les faits matériels vérifiables cessent de s'aligner avec la théorie du vide anthropique. L'analyse approfondie de la littérature précolombienne, des journaux de bord des premières expéditions, des récits de voyage des navigateurs et des rapports de terrain des missionnaires mettent en évidence une constante descriptive troublante. Les chroniqueurs du XVIe siècle n'est pas veaux forestiers, hostiles et stériles, mais décrivent de manière répétée une forme d'abondance planifiée, organisée et curatée. En 230, lors de sa mémorable descente du fleuve Amazone, l'explorateur espagnol Francisco de Orellana nota la présence de cités fortifiées s'étirant sur des lieues entières le long des berges, abritant des populations denses dont le nombre total était estimé à plusieurs centaines de milliers d'habitants. Le chroniqueur attitré de cette expédition historique, le frère dominicain Gaspard de Carvajal, consigna par écrit des observations détaillées sur des zones agricoles si vastes et si manifestement structurées que les membres de l'équipage les prirent initialement pour des forêts alves. Pendant très longtemps, les historiens modernes ont balayé ces descriptions spectaculaires d'un revers de main, affirmant que Carvajal et ses contemporains exagéraient grandement leurs récits pour impressionner la couronne espagnole et obtenir de nouveaux financements pour leurs futures expéditions. Cependant, cette théorie du mensonge systématique s'effondre lorsqu'on l'analyse sous l'angle de la logique stratégique de l'époque. Les explorateurs n'avaient aucun intérêt politique particulier à inventer de toute pièce existence d'une sylviculture hautement gérée et de paysages agraires ordonnés, car la découverte d'une terre totalement vierge et riche en ressources exploitables aurait eu tout autant de valeur aux yeux de leurs commanditaires. Pour soutenir la thèse de la fabulation, il faudrait admettre que Gaspard de Carvajal aurait conçu une imposture d'une cohérence interne absolument remarquable, décrivant avec précision de gestion alimentaire, des structures urbaines complexes et des modes d'occupation des sols harmonieux sur des milliers de kilomètres. De plus, les écrits de Carvajal ne sont pas isolés, puisque de nombreux explorateurs ayant parcouru la région au cours du siècle suivant ont rapporté des observations parfaitement similaires et convergentes. Tous décrivent les mêmes schémas d'abondance organisés, les mêmes infrastructures routières et les mêmes preuves flagrantes d'un aménagement du territoire à une échelle qui aurait exigé non pas le travail d'une seule génération, mais l'effort coordonné, planifié et soutenu de plusieurs civilisations sur de nombreux siècles. Se pose alors une question fondamentale pour la science si ces structures existaient bel et bien. Qu'est-il advenu cette organisation matérielle ? Avant d'analyser les arbres eux-mêmes, dont l'étude révèle des anomalies biologiques encore plus inexplicables, il convient de se pencher sur la nature même du sol amazonien. Le sous-sol de cette région recèle un secret pédologique majeur connu sous le nom de terra preta, ou terre noire anthropique. Ces types de sols, caractérisés par une fertilité extraordinaire durable, se trouvent sous forme de parcelles disséminées à travers l'ensemble du bassin de l'Amazone, couvrant parfois des superficies individuelles de plusieurs centaines d'hectares. Les agronomes qui étudiaient ces dépôts depuis leur redécouverte scientifique au milieu du XXe siècle s'accordent tous à dire que ce sol n'a absolument rien de naturel. Les analyses chimiques et physiques confirment sans la moindre ambiguïté que la terra preta est un produit de l'activité humaine consciente, contenant de fortes concentrations de charbon, de charbon de poterie, d'ossements et de matières organiques complexes. Le phénomène le plus déroutant concernant la terra preta réside dans sa capacité unique à se régénérer et à croître de manière autonome des siècles après la disparition de la civilisation qui lui a donné naissance.
La science du sol a étudié ce processus de manière exhaustive sans jamais parvenir à reproduire fidèlement cette dynamique en laboratoire. Les chercheurs ont tenté d'associer artificiellement les mêmes composants de base dans des environnements contrôlés, obtenant certes des sols fonctionnels et riches, mais totalement dépourvus de cette propriété régénératrice quasi biologique qui permet au sol de guérir et de se reconstituer après une perturbation. De manière systématique, chaque fois que les archéologues découvrent une peau de Terra Preta, celle-ci se situe précisément sous les formations végétales les plus riches et les plus diversifiées de la forêt environnante. Cette correspondance parfaite démontre que le sol et la végétation qui le surplombent ne sont pas des entités indépendantes ayant évolué de manière fortuite, mais bien les composants interconnectés d'un seul et même système biologique intégré à grande échelle. L'explication conventionnelle qui consistait à attribuer la formation de ces terres noires à la simple accumulation accidentelle de déchets ménagers, de détritus de cuisine ou de résidus de foyer ne résiste pas à l'analyse géographique des données de distribution. On n'ingénie pas par pur hasard un supésol autorégénérateur sur des millions de kilomètres carrés et à travers des centaines de sites distincts par la simple routine domestique quotidienne de tribus isolées. Les preuves matérielles pointent plutôt vers la mise en œuvre d'un programme d'amendement des sols extrêmement ambitieux, destiné à soutenir durablement la fertilité de la terre sous une canopée forestière volontairement complexifiée. Dès lors que l'on accepte l'idée que le sol lui-même a été conçu et fertilisé par la main de l'homme, il devient indispensable d'analyser la flore qui a été implantée, au premier rang de fure le noyer du Brésil. Cet arbre majestueux, connu sous le nom scientifique de Bertholletia excelsa, constitue l'un des piliers de l'écosystème amazonien. Cet organisme végétal géant possède une longévité exceptionnelle, pouvant atteindre plusieurs siècles et domine la haute canopée sur de vastes étendues géographiques, selon des concentrations que les modèles écologiques standards peinent à expliquer par des dynamiques purement naturelles. La reproduction de cette espèce végétale dépend en effet d'une chaîne d'interaction biologique extrêmement spécifique et fragile, rendant sa propagation spontanée particulièrement difficile à grande échelle, sans intervention extérieure coordonnée. Les fleurs du noyer du Brésil ne peuvent être pollinisées que par un groupe très restreint d'abeilles de grande taille, principalement les abeilles orchidées appartenant aux Zyglossa ulama. Ces insectes dépendent même de la présence de variétés d'orchidées bien précises pour mener à bien leur rituel complexe d'accouplement. Des orchidées qui exigeant des conditions forestières stables et anciennes pour s'épanouir. Une fois la pollinisation réussie, l'arbre produit un fruit doté d'une coque en bois extrêmement dure et lourde. Cette capsule protectrice est si résistante qu'un seul animal, dans toute la faune amazonienne, possède la puissance de mâchoire nécessaire pour briser l'enveloppe et libérer les granoutis. Un rongeur de taille moyenne qui enterre les graines excédentaires pour constituer des réserves de nourriture, à la manière des écureuils européens. Bien que l'agouti oublie parfois l'emplacement de ses cachettes, permettant ainsi à de nouveaux arbres de germer, le rayon d'action et de dispersion de ce petit rongeur reste extrêmement limité, ne dépassant jamais quelques centaines de mètres autour de son habitat dans des conditions normales. Les graines du noyer du Brésil étant particulièrement lourdes, elles ne peuvent être transportées ni par le vent ni par les courants d'eau superficiels. Pourtant, cette espèce végétale domine la canopée amazonienne sur des milliers de kilomètres. Affichant des densités de population et des schémas de distribution géographique que le simple comportement d'enfouissement d'un rongeur localisé ne peut rationnellement expliquer sur des étangs naturels. La cartographie précise de ces peuplements d'arbres évoque bien plus un travail de plantation méthodique et planifié à long terme qu'une dispersion fortuite liée au hasard de la faune sauvage. Cette répartition spatiale suggère une stratégie de culture à l'échelle du continent, menée par des populations qui comprenaient parfaitement que les arbres qu'elles mettaient en terre ne porteraient pleinement leurs fruits que pour les générations futures de leurs descendants.
Le discours scientifique traditionnel reconnaît la corrélation entre la présence de ces arbres et l'activité humaine ancienne, mais omet généralement de pousser l'investigation plus loin pour identifier les structures sociales qui ont permis d'organiser et de pérenniser une telle entreprise sylvicole. Si les anciens habitants de l'Amazonie ont délibérément implanté le noyer du Brésil à travers tout le bassin sédimentaire, il convient de chercher quelles autres espèces végétales ont joué d'un tel traitement. C'est ici qu'intervient une autre plante remarquable, bien connue des botanistes, mais souvent ignorée du grand public, Krill palmier-pêche ou Bactrigazipa. Cette variété de palmiers se développe en grappes d'une densité et d'une productivité exceptionnelle à travers toute la région forestière. Le palmier-pêche offre l'un des rendements caloriques les plus élevés de tout l'hémisphère occidental, produisant des fruits nourrissant plusieurs fois, parant tout en ne nécessitant que très peu d'entretien une fois que le système racinaire est solidement établi. Cette plante s'intègre parfaitement dans la structure à étages de la forêt amazonienne et nourrit les populations locales de manière fiable et abondante depuis des millénaires. L'élément le plus fascinant pour la science réside dans le fait que cette espèce végétale ne possède aucun ancêtre sauvage connu à l'état de nature. Les botanistes ont mené des recherches systématiques et approfondies pour identifier le progéniteur sauvage du Bactrigazipa, analysant les parentés génétiques et cartographiant les espèces apparentées sans jamais trouver d'équivalent non domestiqué. Le palmier-pêche tel qu'il existe aujourd'hui est un organisme entièrement façonné par la sélection humaine sur des périodes temporelles extrêmement longues. Ses plus proches parents sauvages produisent des fruits radicalement différents, plus petits, moins nutritifs et beaucoup moins réguliers dans leur fructification. Les spécimens que l'on observe aujourd'hui, au cœur des zones considérées comme les plus sauvages de l'Amazonie, ne sont pas des plantes indigènes spontanées, mais des végétaux-féraux. Ce sont les descendants directs d'anciennes cultures sylvicoles, implantées là par la main de l'homme, des arbres qui ont continué à se multiplier et à survivre de manière autonome au sein de la matrice forestière bien après le retrait des communautés humaines qui en prenaient soin. Ce phénomène d'anthropisation végétale se répète avec une régularité mathématique déconcertante sur l'ensemble du territoire sud-américain. Les massifs de palmiers-pêche ne sont pas répartis de manière aléatoire au gré des accidents géographiques, mais se concentrent prioritairement dans des zones géographiques spécifiques. Lorsqu'on superpose les cartes de distribution de ces palmiers avec celles des gisements de terra preta, des anciens sites résidentiels et des structures géométriques en terre, les données se recoupent parfaitement. Cette convergence spatiale ne peut être attribuée au simple hasard statistique. L'Amazonie n'est pas une forêt primaire qui abrite par coïncidence des espèces utiles à l'être humain. Elle constitue un système agraire complexe et mature, au sein duquel des arbres d'une grande valeur nutritionnelle ont été judicieusement positionnés, entretenus et multipliés à une échelle si vaste que le mécanisme a continué sur sa propre lancée cinétique une fois la gestion humaine interrompue. Ces signatures structurelles d'une gestion humaine invisible ne sont pas l'apanage exclusif du continent sud-américain. Des observations similaires ont été réalisées dans d'autres grands massifs forestiers mondiaux, comme la forêt de Biauia en Europe de l'Est, celle de Yakushima au Japon ou encore celle d'Okigahara. Partout, la science découvre des écosystèmes que l'on croyait totalement vierges, mais qui portent en réalité marque d'une organisation humaine passée, caractérisée par une distribution d'espèces utiles dont la précision dépasse les capacités des dynamiques naturelles de dispersion. Ces environnements complexes portent la nature sauvage comme un vêtement superficiel destiné à masquer une structure sous-jacente beaucoup plus ancienne et intentionnelle, témoignant d'une maîtrise millénaire des équilibres biologiques de la part des civilisations passées. Ce processus de dissimulation ou d'effacement rappelle également l'histoire des grands parcs urbains d'Europe et d'Amérique du Nord au début du XIXe siècle. Et cette époque, de nombreux espaces verts citadins abritaient des vergers productifs et des systèmes de cultures étagés qui fournissaient une nourriture abondante aux populations locales.
Lors du mouvement de transformation paysagère qui a marqué la fin de cette période, les autorités administratives ont délibérément remplacé ces arbres nourriciers par des essences purement ornementales, transformant des paysages de production en espaces purement esthétiques et retirant ainsi ces ressources de l'usage de la mémoire collective des citoyens. L'Amazonie pourrait bien représentation ultime de ce processus. Un système si vaste, si vivant et si éloigné des centres de pouvoir qu'il n'a jamais pu être redessiné ou domestiqué par les techniques de gestion modernes. Pour comprendre l'ampleur de cette ingénierie territoriale, il convient de se déplacer vers l'embouchure du fleuve Amazone, là où se situe l'île de Marajó, une étendue de terre dont la superficie globale équivaut approximativement à celle de la Suisse. Pendant des décennies, la littérature académique a décrit cette espace insulaire comme une zone marécageuse indomptable, hostile à l'établissement de sociétés humaines complexes et occupée uniquement par des populations clairsemées. Cette vision a radicalement changé lorsque les archéologues ont commencé à entreprendre des fouilles systématiques du sous-sol de l'île. Les chercheurs ont mis au jour des centaines de centures connues sous le nom de Tezo, de gigantesques monticules de terre artificielle s'élevant parfois à plus de 20 mètres de hauteur au-dessus du niveau du sol. Ces plateformes monumentales en terre ont été érigées dans un but d'ingénierie civile précis, surélever habitations et les zones d'activité au-dessus du niveau des crues saisonnières qui submergent une grande partie de l'île pendant plusieurs mois de l'année. La répartition spatiale de ces centaines de monticules artificiels à travers l'île démontre l'existence d'un véritable plan d'urbanisme régional à grande échelle. Une civilisation ancienne a délibérément choisi de modifier la topographie d'un territoire de la taille d'un pays pour le rendre habitable et productif tout au long de l'année, démontrant une maîtrise remarquable de l'hydrologie locale. C'est au sein de ces structures de terre, intégrées à la structure même des colonies, que les archéologues ont découvert des quantités phénoménales de vestiges céramiques, d'une qualité technique exceptionnelle. L'analyse de la poterie de Marajó a révélé des pièces d'une grande sophistication stylistique, ornées de motifs complexes et témoignant d'une maîtrise parfaite des arts du feu. Ces objets, allant de récipients monumentaux à des figurines anthropomorphes raffinées, ont suscité la stupéfaction des spécialistes lors de leur première étude approfondie à la fin du XXe siècle. La complexité esthétique et technique de ces œuvres implique l'existence d'une structure sociale hautement stratifiée, basée sur la division du travail, une économie de surplus agricole et la présence d'une classe d'artisans spécialisés à plein temps. Cette réalité matérielle contredit directement le paradigme dominant du nomadisme primitif qui interdisait théoriquement l'émergence de sociétés complexes dans cet environnement tropical. La tradition céramique de Marajó s'est étendue sur plus de 2 millénaires, mais son origine reste totalement obscure pour les historiens. Cette culture raffinée apparaît dans le registre archéologique de manière soudaine, déjà en possession de techniques avancées et de structures organisationnelles matures, sans qu'aucun site ancêtre n'ait pu être formellement identifié. De la même manière, cette civilisation s'effondre et disparaît du paysage sans laisser de traces d'un déclin progressif en ni documenté. Les populations se sont dispersées, laissant derrière elles leurs monuments de terre et leurs poteries brisées, tandis que les connaissances techniques nécessaires à la réalisation de ce se sont évaporées. Le mystère demeure quant à la nature exacte des savoirs qu'ils possédaient pour gérer les cycles de crues et maintenir la productivité de l'île. Bien que les communautés locales contemporaines continuent d'exploiter empiriquement les ressources de ce paysage modifié sans que la science moderne n'en ait entièrement cartographié le mécanisme. Un autre volet majeur de cette redécouverte a émergé en 2039 dans l'état brésilien d'Acre, où la déforestation progressive a révélé des structures géométriques colossales, jusqu'alors qu'à par le manteau forestier. Ces géoglyphes, formant des cercles, des carrés et des polygones imbriqués d'une précision géométrique absolue, s'étendent sur une zone géographique estimée à près de 5000 km².
Les datations archéologiques situent la construction de ces terrassements monumentaux entre l'an Nos et l'an 400 de notre ère. Certaines enceintes mesurant plus de 300 mètres de diamètre avec des fossés profonds de plusieurs mètres. L'analyse des pôles fossiles conservés dans les sédiments a révélé faits scientifiques stupéfiants. Ces ouvrages d'art ont été construits sans jamais procéder à une déforestation massive de la zone. Les bâtisseurs de ces géoglyphes n'ont pas rasé la forêt pour imposer leur structure architecturale, ils ont au contraire intégré leur réseau géométrique au sein même, faute d'un système minutieusement géré. Maintenant la canopée protectrice au-dessus de leur tête, tout en modifiant le relief topographique à sa base. Cette découverte fondamentale prouve qu'il existait une civilisation capable de concevoir son espace de vie non pas en opposition frontale avec le monde biologique, mais en parfaite symbiose avec lui, superposant les niveaux d'occupation humaine aux différentes strates végétales de la forêt. Lorsque ces populations ont fini par disparaître, le système vivant était si bien équilibré que la nature a immédiatement repris ses droits à parrain, rendant l'ensemble de cette infrastructure humaine technique indiscernable d'une véritable forêt vierge aux yeux des observateurs extérieurs. La rapidité et la globalité de la disparition de cette immense civilisation constituent l'une des énigmes les plus troublantes de l'histoire humaine. Les chroniques du XVIe siècle décrivent de Nîmes un monde densément peuplé et dynamique, tandis que les rapports du XVIIe siècle commencent déjà à évoquer à être peuplé en friche. Au début du XVIIIe siècle, le consensus académique européen s'était déjà cristallisé autour de l'image d'une Amazonie vide, sauvage et impénétrable, effaçant en moins de 150 ans le souvenir d'une civilisation millénaire. Cette amnésie collective fulgurante ne s'explique pas seulement par les effondrements démographiques causés par les maladies importées d'Europe ou par les guerres de colonisation, mais témoigne d'un abandon scientifique délibéré des sources historiques anciennes. Les naturalistes des XVIIIe et XIXe siècles vont préférer déclarer la forêt primordiale et intouchée plutôt que de chercher à comprendre les récits détaillés laissés explorateurs espagnols et portugais. Ce silence institutionnel persistant présente des similitudes frappantes avec les dynamiques de réécriture de l'histoire observées lors des grands réaménagements territoriaux en Europe. En requalifiant des paysages d'abondance anthropique en espaces naturels vierges, les structures de pouvoir académique et politique ont créé un récit beaucoup plus commode qui légitimait la colonisation et l'appropriation des terres. Si la forêt était déclarée vide d'habitants légitimes et dépourvue d'histoire, elle devenait de fait un espace vacant disponible pour l'exploitation économique et la domination cognaeuse sans l'onia, sans contrainte morale ou juridique. L'émergence de ce consensus international entre les communautés scientifiques espagnoles, portugaises, britanniques et américaines n'est pas le fruit d'une conspiration secrète coordonnée, mais plutôt le résultat d'un alignement parfait des intérêts institutionnels et économiques de l'époque. Il était politiquement et économiquement beaucoup plus avantageux de considérer l'Amazonie comme une réserve de nature inerte et appropriable plutôt que comme le chef-d'œuvre technologie vivant de civilisations disparues possédant des héritiers légitimes. Cette occultation à grande échelle a fonctionné avec une efficacité redoutable, installant pour des siècles le mythe de la jungle vierge dans l'esprit du public et des chercheurs, un mythe qui commence seulement à vaciller face aux outils d'investigation de la science moderne. La lumière de ces découvertes, l'Amazonie n'apparaît plus seulement comme un immense potager forestier précolombien, mais comme une véritable bibliothèque de connaissances génétiques vivantes. Cette région abrite une concentration tout à fait exceptionnelle de parents sauvages de plantes cultivées essentielles à l'humanité, telles que la tomate, la pomme de terre, le piment, le taco, la vanille ou encore l'EVA. La densité statistique de ces variétés d'utilité publique au sein d'une même zone géographique suggère l'existence d'un travail d'archivage biologique conscient et de préservation de la biodiversité menée sur de très longues périodes. Ces plantes, qui survivent aujourd'hui sous des formes férales au cœur de la jungle,
portent en elles les traces génétiques de milliers d'années de sélection et d'amélioration agricole par les sociétés anciennes. L'immense massif forestier que l'on qualifie aujourd'hui de réserve naturelle sauvage fonctionne ainsi comme un conservatoire génétique planétaire toujours actif, maintenant en vie des structures de connaissances biologiques codées au sein même des organismes végétaux. Les créateurs de ce système n'ont pas eu besoin d'écrire des traités de botanier papier, ils ont inscrit leur savoir directement dans la dynamique évolutive de la forêt elle-même, concevant une infrastructure capable de s'auto-entretenir et de survivre à ses propres concepts géants. Les sols enrichis de terra preta et les formes géométriques gravées dans la terre continuent de dialoguer silencieusement à travers les âges, offrant à la science contemporaine le témoignage d'une civilisation qui avait compris comment s'intégrer durablement dans les cycles du vivant. Ce chef-d'œuvre architectural et biologique interroge directement les fondements de notre propre relation moderne avec l'environnement naturel. Les vestiges de cette ingénierie globale posent une question muette, mais cruciale à l'humanité contemporaine qui redécouvre aujourd'hui l'ampleur de ses aménagements passés. Face à cette forêt qui s'avère être la structure humaine la plus vaste, la plus durable et la plus réussie jamais édifiée sur Terre, les observateurs sont contraints de reconsidérer la définition même de la sauvagerie et du progrès technique. Il ne reste plus qu'à décider si la science moderne saura déchiffrer les leçons inscrites dans la biologie de ce système millénaire, ou si elle continuera à détruire cette bibliothèque vivante avant d'en avoir compris la véritable nature. If you have a different perspective on history, lève à comment belot en don forger te char di video te près de historical mystery.